Bonjour et bienvenue dans la salle des profs. Ravi de vous retrouver, chers apprenants, comme tous les matins, comme tous les jours, avec les enseignants, pour encore une belle journée de partage. Journée que nous allons naturellement, comme tous les matins, partager avec le docteur Massamba. Docteur, bonjour. Bonjour Astou, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent, qui regardent la salle des profs pour réussir son examen. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous et qui collaborent avec nous. Je voudrais quand même aujourd'hui exceptionnellement saluer les écoles sénégalaises qui sont dispersées dans le monde. Vous savez, Astou, il y a plein d'écoles sénégalaises que les ressortissants sénégalais à l'extérieur ont mises en place. Il y a des écoles un peu partout qui sont en train vraiment de faire du très bon travail. Je voudrais saluer les écoles qui sont en Gambie, les écoles qui sont en Italie, qui sont en France, les écoles qui sont, que ce soit des écoles religieuses, que ce soit des écoles laïques en Arabie Saoudite, un peu partout, et qui nous font un retour très agréable. Merci à tous les compatriotes sénégalais qui sont à l'extérieur et qui continuent à ancrer nos enfants dans les valeurs culturelles de ce pays-là. Je voudrais saluer exceptionnellement aussi les maîtres et les professeurs qui sont actuellement dans les classes et qui se sacrifient pour terminer l'année. Nous allons vous accompagner à réussir 100% vos examens. Voilà, docteur Massamba, accompagner les apprenants, accompagner les parents avec la collaboration et la générosité du personnel enseignant. Ça fait plaisir. Mais exactement, et je voudrais saluer les responsables des syndicats d'enseignement. Je voudrais demander à mon jeune frère et ami Abdoulaye Ndoye de passer ce message à l'ensemble des leaders parce que quand même ils ont eu une attitude très positive lorsque le ministère a pris la décision de continuer l'année et a pris une décision aussi pour le passage dans les classes intermédiaires, pour les classes intermédiaires. Je pense que leur attitude a été très responsable. Nous demandons juste au ministère de prendre en compte les observations des syndicats parce que ce sont aussi des techniciens de l'éducation et qui n'ont d'autre vocation que de créer les meilleures conditions avec le ministre de l'Éducation nationale qui par ailleurs aussi nous accompagne et qui a appelé pour saluer aussi l'initiative de la salle des profs et réussir son examen. Finalement, l'union fait la force. Mais oui, parce que... c'est pour le bien-être des enfants, des tout-petits, disons simplement des apprenants. Mais tu as parfaitement raison, parce que les Wolofs disent que ay golo dañuy def mbolo bu ñuy fori alom. Donc les singes vont en groupe lorsqu'ils cherchent des fruits. Les hommes, on n'en parle pas. Donc c'est dans l'union que cette nation va se construire, l'union entre les forces de la nation, les forces vives de la nation. Nous sommes plus forts que Covid-19, nous sommes plus forts que le pessimisme, nous sommes plus forts que les aléas et les intempéries et nous renforcerons mutuellement lorsque chacun de nous posera un acte quotidien pour l'émergence. Pour moi, l'émergence, c'est l'ensemble des actes positifs que nous allons poser. Et nous en avons encore besoin énormément pour faire face à cette pandémie qui cause énormément de dégâts, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde. Donc, encore une fois, l'union fait la force et ensemble, nous y arriverons et nous pouvons compter sur le corps enseignant, naturellement, parmi ce corps enseignant, M. Ning, qui nous rejoint pour la première fois dans la salle des profs et j'imagine avec un énorme plaisir. Il nous vient de Mbour, un énorme plaisir. Voilà, donc, merci Assoumben. Je m'appelle Chérif Ning, je suis enseignant, directeur à l'école élémentaire de Mbourok. C'est donc dans l'IEF de Mbour 2. Alors, je suis là à l'émission La salle des profs pour vraiment apporter ma pierre à l'édifice et de ces enfants qui ont vraiment vu depuis un certain temps leur scolarité un peu perturbée et qui ne comptent que sur les cours vraiment à distance. Raison pour laquelle aujourd'hui je suis là pour essayer donc d'apporter un peu à ces enfants. Merci beaucoup pour cette générosité et la reprise à Mbour. Tout se passe bien? Oui, quand même, ça va très bien, oui. Parce que la reprise a été vraiment effective. Tous les enseignants, en tout cas dans notre contrée, étaient vraiment tous présents. Voilà. Et on déroulait les enseignements apprentissage dans les plus belles normes. Voilà. Et les enfants, comment ils se portent? Bon, quand même, les enfants se portent à merveille, ils s'adaptent. Voilà, malgré vraiment, en tout cas, la séparation, quand même, ils commencent à s'adapter. Ah, très bien. En tout cas, très bon courage à tous les apprenants, surtout les tout petits. C'est pas très évident, mais bon, nous en rencontrons beaucoup, énormément, qui vont avec beaucoup de conviction, le pas ferme, le masque bien serré et tout. En tout cas, ils sont très courageux. Très bon courage. Tenez bon, ensemble, Inch'Allah, nous y arriverons encore une fois. Et nous allons démarrer avec vous, M. Ning, pour servir les tout petits, principalement les classes de CM2. À vous le tableau. Voilà, merci donc. Permettez-moi de toucher un peu le gel hydroalcoolique pour lutter contre cette pandémie qui ravage le monde. Vraiment, les enfants, en tout cas, on enseigne à l'école que les enfants doivent respecter les mesures barrières.
Donc avant de commencer, donc vraiment, je vais un peu toucher pour pouvoir vraiment... Voilà. Et j'espère que comme ça, je serai un peu protégé. Oui, vous serez très bien protégé. Ah voilà, merci beaucoup Astou Ben, merci. Parce que vraiment, le coronavirus se propage dans le monde. Et nous devons faire tout vraiment pour lutter contre ce virus. Oui. Voilà, merci beaucoup. Beaucoup d'efforts de la part des uns et des autres. Finalement, ça devient et ça a toujours été l'affaire de la communauté. Et c'est parti avec M. Ning Chérif qui nous vient de Mbour pour servir les tout petits, les élèves qui sont en classe de CM2. À vous le tableau. Voilà, merci. Je vais aborder en résolution au problème les partages inégaux, mais quand une part est fraction de l'autre. Parce que vous savez très bien que les partages inégaux, nous avons en tout cas les partages qui font appel à une différence. Il y a aussi, en tout cas, quand une part est double de l'autre, hein, ou bien une part, en tout cas, a tant de plus que l'autre. Mais ici, nous allons aborder donc les partages inégaux, en tout cas, quand une part est fraction donc de l'autre. Alors, nous allons donc pour cela considérer les situations au tableau. Voilà, tout à l'heure, et chers enfants, vous allez découvrir que vraiment c'est important. Donc, une part est fraction de l'autre. Pour lutter contre la pandémie à coronavirus, ta maman achète des flacons de gel hydroalcoolique et des bouteilles de savon liquide d'une valeur de 15 750 francs. Le prix des bouteilles de savon liquide représente les 4/6 du prix des flacons de gel. Alors ici, on te demande donc d'aider ta maman à trouver le prix de chaque article. Voilà, donc la consigne, c'est aide ta maman à trouver le prix donc, de chaque article. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Si on regarde bien, dans cette situation, nous avons 15 750. Alors, 15 750 représente quoi? 15 750 représente le prix des bouteilles de gel, de savon liquide. Ensuite, 15 750 francs représente également le prix des flacons de gel. Alors, on a acheté des flacons de gel, on a acheté également des bouteilles de savon liquide, donc à un prix total de 15 750. Mais, qu'est-ce qu'on connaît maintenant dans cette situation? On connaît la fraction qui représente maintenant la fraction 4/6 qui est une fraction par rapport à l'autre prix. Ce n'est pas les 4/6 de 15 750 francs, mais ça c'est les 4/6 du prix donc, du savon liquide. Voyez. Donc, pour ne pas faire la confusion entre les 4/6 du moins... voyez. Voilà, pour ne pas faire donc une confusion entre les 4/6 de 15 750. Alors, pour faire maintenant, pour résoudre cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer toujours par faire un graphique. Maintenant, comment faire le graphique? On va faire le graphique, ou bien le croquis, donc on dit croquis, à partir maintenant de cette fraction. Mais cette fraction maintenant va nous permettre de trouver en tout cas un autre prix qui en tout cas représente cette fraction. Alors comment? Si vous avez 4/6 en activité numérique, on a appris qu'une fraction est composée de deux parties. Une partie pour le numérateur, une autre partie pour le dénominateur. Alors si on regarde ici, les 4 parties sont représentées ici. Alors voilà. Et nous allons regarder donc très bien. Si nous regardons bien la situation, très bien. Donc, je fais le graphique. On peut même... Très bien. Ça, c'est numéro 1. Je fais donc le graphique devant cette situation. Mais quand je fais le graphique maintenant, la fraction, en tout cas, qui a été donnée, c'est la fraction 4/6. Alors, on peut considérer cette fraction 4/6, si on regarde bien, en faisant le graphique. Comment faire le graphique? Alors, on peut commencer par le numérateur et terminer par le dénominateur. C'est ce que nous avons ici. Alors, nous avons
une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties, qui représentent donc le numérateur de la fraction initiale. Alors, maintenant, en ce qui concerne le dénominateur, il est représenté en deuxième lieu. Alors, une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties, 5 parties, 6 parties. Maintenant, toutes les parties maintenant font combien? Si nous comptons bien, nous avons 1, 2, 3, 4 pour cette partie qui est le numérateur. Ensuite, 4. Maintenant, 5, parce qu'on continue le comptage. 6, 7, 8, 9, 10. Donc, en tout et pour tout, nous avons ici 10 parties. Alors, donc, la fraction totale, c'est donc 10 dixièmes. Parce qu'on a pris le nombre de parties, donc, dans le numérateur, plus le nombre de parties dans le dénominateur, ce qui nous donne, en tout cas, 10 parties. Donc, les 10 parties maintenant, c'est la fraction totale qui représente maintenant cette somme. 15 750. Alors, donc, dans cette somme, 15 750, mais quelle est maintenant la place du savon liquide? Dans 15 750, quelle est maintenant la part du gel hydroalcoolique? Mais on va également revenir au graphique. Ici, il y a une leçon déjà abordée très assurément avec Inspecteur Sec sur les fractions. Comment prendre la fraction d'un nombre? En connaissant le nombre maintenant, Sidi a 5 000 francs. Il donne les 2/5 à son frère. On prend 5 000 francs, on multiplie par 2, on divise par 5. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. On va essayer donc de ressortir les différentes fractions. Si nous regardons ici maintenant, 1, 2, 3, 4 parties, ce qui représente une fraction de 4, le savon liquide va représenter 4 sur les 10 parties. Sur les 10 parties, maintenant, le savon représente 4 sur 10. Donc, la fraction que va occuper le savon ici, c'est 4 dixièmes. Sur les 10 parties, c'est-à-dire sur cette somme, si cette somme était divisée en 10 parties, le savon va prendre les 4 parties. Le gel maintenant va prendre combien de parties? Si cette somme était divisée en 10 parties, ce gel aussi va prendre combien de parties? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le gel va prendre combien? 6 dixièmes. Donc nous allons considérer ici, pour découvrir le prix du gel, ou bien la fraction que va représenter le gel hydroalcoolique. Alors, après avoir maintenant dégagé la fraction que représente le savon, ici on compte pour le gel. Une partie, 2 parties, 3, 4 parties, 4, 5, 6 parties. Nous avons 6 parties. Maintenant, si nous avons 6 parties, alors sur ce prix divisé en 10 parties, le gel va occuper les 6 dixièmes. Alors donc, si on regarde 4 dixièmes plus 6 dixièmes, ce qui donne une fraction de 10 dixièmes. Voici donc la fraction. Alors, les fractions maintenant sont saillantes, sont sorties, maintenant elles apparaissent. On peut faire le calcul aisément, sans problème. Il suffit tout simplement de prendre 15 750 francs que l'on va multiplier par une leçon passée, précédente, déjà faite, abordée avec inspecteur Damsek. La fraction là, qui est 4 dixièmes. La fraction qui représente le savon, multiplié par 4, et on va diviser ici par 10. Et on fait égal. D'accord? Donc, on va trouver 6300 francs. Quand on multiplie par 4 et que l'on divise par
10, on va trouver 6300. Vous allez faire le calcul, chers enfants, donc il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, en ce qui concerne, ça c'est pour le savon, n'est-ce pas? Le prix du savon. Maintenant, on peut calculer aussi le prix du gel. Comment on va calculer le prix du gel? On va dire le prix. Ici, c'est pour aller vite, hein, chers enfants. C'est pourquoi je mets gel, je mets savon. Je pouvais écrire le prix, etc. Comment calculer le prix du gel? Toujours avec 15 750 francs que l'on multiplie par combien de parties sur le dénominateur? 6 parties. Et on divise par 10 toujours. La fraction, le nombre de parties dont l'unité a été divisée. Ce sont les... Parce que l'unité, c'est quoi? C'est 15 750. D'accord? Alors, et on va trouver combien ici? 9 450, si vous faites bien le calcul. Alors, maintenant, on peut passer à la vérification. Quand on prend maintenant le prix du savon, plus maintenant le prix du gel hydroalcoolique, on va trouver, effectivement, on doit trouver 15 750. Si on ne trouve pas 15 750, ça veut dire qu'il y a un problème dans le raisonnement. Donc, quand vous faites le calcul, je pense que pour gagner aussi du temps, il nous reste d'autres situations. Oui, c'est bien 15 750. C'est bien ça, Assoumène. Oui. Voilà, oui. Merci donc. Voilà, heureusement. C'est le contrôle de l'inspecteur Sec. Ah, d'accord. Merci beaucoup d'avoir calculé. Préférez. Il n'est pas loin de la salle. D'accord. C'est notre technicien quand même. Merci beaucoup. Donc, on va aussi donc, de voir une autre situation. Voilà, donc... toujours avec les partages inégaux. Toujours, oui. La fraction. Le deuxième exercice, effectivement. D'accord. Donc, nous avons une autre situation, la deuxième situation. Un champ rectangulaire mesure 720 mètres de périmètre. La largeur représente les 3/6 de la longueur. Calcule les dimensions du champ. Voyez comment on a abordé la première situation. Alors, c'est la même chose. Alors, nous allons prendre la fraction, n'est-ce pas, qui représente en tout cas une fraction par rapport à l'autre. La largeur on donne la fraction de la largeur par rapport à la longueur. Ici donc, si on regarde, nous avons 3 parties. 1, 2, 3. Alors, 6 pour le dénominateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le tout maintenant va nous faire combien de parties? 9 parties. Si nous prenons 3 sur 9, la largeur, la longueur maintenant 6 sur les 9. Alors, voyez comment on va calculer maintenant pour trouver la largeur. Il suffit tout simplement, alors nous pouvons même aller là où je pense qu'on l'a bien fait. Regardez ici, la situation, donc c'est ici. Donc là, c'est beaucoup plus clair. C'est pourquoi j'ai amené. Alors, vous avez, donc, on peut commencer même par la longueur. On peut commencer par la longueur comme on peut commencer par la largeur. Ça dépend de tout un chacun. Alors, ici, c'est pour faire le contraire qu'on a commencé par la longueur au lieu de commencer par la largeur. Parce que les fractions sont là. Alors, 360 fois 6 divisé par 9. Et on trouve 2240 mètres pour la longueur. Alors, on prend également 360 mètres multiplié par 3 parce que tout simplement, divisé par 9 pour trouver 120. Parce que la fraction totale, c'est 9 neuvièmes. Ça, il faut le savoir. Quand on compte le nombre de parties, 1, 2, 3. Vous avez ici 4, maintenant 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Alors, si nous regardons maintenant, nous avons 9 parties. Et la fraction totale maintenant, c'est 9 neuvièmes. Donc, on peut avoir ici 9 sur 9. Qu'est-ce qui nous donne 9 neuvièmes? Parce que si nous regardons, nous avons ici 3 sur les 9. 3 neuvièmes. Plus quoi? Une partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il y a 6 parties sur les 9. Alors, et vous avez un rapport d'égalité. Maintenant, c'est donc 9 neuvièmes. Alors, on va considérer cette fraction pour calculer la largeur. On prend maintenant le demi-périmètre. Donc, ici, que l'on multiplie par 3 divisé par 9. Ensuite,
Pour calculer la longueur, on prend ce même demi-périmètre multiplié par 6, divisé par 9. Voyez. Donc, c'était tout simplement ça. Et maintenant, on peut passer à la vérification pour trouver, ça c'est la longueur, ça c'est donc la largeur. Alors, quand on calcule maintenant, on va trouver 360 mètres. D'accord? Donc, on va trouver 360 mètres. Parce que tout simplement, la situation donc, de départ, on avait 720. Comment on est parvenu à 360? Parce que tout simplement, c'était le piège. Alors, on ne peut pas prendre 720 directement pour faire le graphique avec 720. Il fallait casser pour trouver le demi-périmètre. Avec ce demi-périmètre maintenant, c'est avec ce demi-périmètre qu'on a calculé maintenant avec les fractions apparentes, 3 neuvièmes, 6 neuvièmes. Si on prend 720 divisé par 2, on va trouver 360. Multiplié maintenant par le numérateur, divisé par le dénominateur, on va trouver la largeur, ainsi de suite pour trouver la longueur. Donc, pour calculer la longueur ou bien la largeur, il faut impérativement calculer le demi-périmètre. Très bien. Impérativement. Voilà, parce qu'ici, il s'agit donc de champ, de problème de champ. La longueur et la largeur sont comprises... Et c'est rectangulaire. Champ rectangulaire, très bien. La longueur et la largeur sont comprises donc, dans le demi-périmètre. On ne peut pas venir ici directement calculer. Mais s'il s'agissait maintenant, ou bien s'il s'agit en tout cas d'un autre calcul, d'un prix, oui. On n'a pas besoin de casser le prix en deux. Non, c'est quand il s'agit d'un champ. Ici, le périmètre. Parce que le périmètre ne comporte pas la longueur et la largeur. Le périmètre, c'est 2 fois la longueur, 2 fois la largeur. Très bien. C'est pourquoi il faut prendre le demi-périmètre. C'était le piège. Parce que les enfants, comme on a abordé la première situation, avec 15 750, alors on a trouvé les différentes fractions pour calculer, trouver le prix de chaque en tout cas, produit. Maintenant, quand on leur propose cette nouvelle situation, maintenant, effectivement, sans pour autant réfléchir, ils peuvent utiliser 720 directement. Donc, il faut faire très, très attention au contexte. Très bien, il faut faire très attention. Essayer de donner du sens donc, au contexte, c'est important. Peut-être que la dernière situation, ils pourront l'avoir comme exercice à faire à la maison. Voilà, donc c'est comme les 2 premières situations qu'ils peuvent aussi très bien aussi reprendre avec nos différentes plateformes et avec la complicité de Tata Magui et de Tonton Pape Jean. Ils pourront retrouver toutes ces situations-là sur la page Facebook ou bien sur le groupe WhatsApp. Effectivement, c'est ça. Donc, pour le reste, ils peuvent en faire en tout cas des exercices de renforcement ou de consolidation. Il suffit de prendre en tout cas un chiffre et de proposer une fraction. En tout cas, que l'enfant, avant de résoudre, commence d'abord par faire le graphique. Oui. Après le graphique, maintenant, il peut commencer par la grande part, il peut commencer par la petite part. Ça dépend de tout un chacun. Si toutefois les fractions sont apparues, il n'y a pas de problème, ou bien apparente, il n'y a pas de problème. On peut prendre la fraction, en tout cas, qui convient à chaque élève pour calculer le prix avec ça. Pour le schéma aussi, la même chose. On peut commencer par le dénominateur, par l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de commencer par représenter le numérateur, on peut commencer par représenter le dénominateur. Ensuite, le numérateur en bas. Il n'y a pas de problème. Le calcul aussi, en tout cas, n'aura pas de changement. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir la bonne méthode et d'être extrêmement concentré. De faire le graphique pour sortir, en tout cas, la fraction totale. À partir maintenant de cette fraction totale, maintenant, on aura la fraction que va représenter chaque prix ou bien chaque chose. D'accord. Et c'est tout ça. Merci beaucoup, M. Ning. Voilà, merci, Astou. Très, très passionné. Je vous sens ça, c'est l'effet, c'est le contact avec les enfants qui fait ça. Dr Massamba, on sent énormément de passion chez M. Ning. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ces moments de partage. Merci beaucoup aussi pour cette générosité. Je pense que les enfants, principalement ceux qui sont en classe de CM2, ont pris bonne note avec les partages inégaux. Et ils peuvent retrouver ces différentes situations sur les plateformes du groupe Futur Média avec Tata Magui et Tonton Pape Jean. Merci beaucoup, M. Ning. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien des choses aux Mbourois et aux Mbouroises. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette générosité, cette disponibilité. Merci pour toute cette humanité. Merci beaucoup. Ça se comprend. Vous êtes enseignant. Les enseignants sont très, très généreux. Merci. Comme tout l'ensemble des intellectuels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, Dr Massamba, nous allons quitter les mathématiques pour passer aux lettres
et nous allons recevoir professeur Masek Birane Seck, professeur de philosophie. Merci beaucoup. Lui aussi, il vient pour la première fois dans la salle des profs de la télévision Futur Média et c'est pour partager son expérience et pour aussi, lui aussi, participer à l'élan de solidarité, à cette union autour des apprenants, autour des élèves. Et aujourd'hui, j'imagine, les élèves ou bien les anciennes élèves de la maison d'éducation Mariama Ba Memba doivent être fiers, doivent être très, très contentes de retrouver leur professeur. Je sais que nous retrouvons, il est déjà au tableau. Merci d'être là, merci pour la générosité, merci pour la disponibilité et merci pour toute cette humanité autour de l'éducation. Merci, Mme Assoumben Thioub. Merci, Dr Massamba Gueye. Je m'appelle Masek Birane Seck. J'ai été professeur de philosophie. J'ai été également inspecteur chargé de veiller à l'enseignement de cette discipline. J'ai présidé pendant peut-être au moins 7 ans la commission de rédaction du canevas de philosophie pour la correction des épreuves du baccalauréat. C'est un plaisir pour moi de venir aujourd'hui sous votre antenne pour parler de philosophie avec vous et surtout à travers vous aux élèves qui se préparent pour l'examen du baccalauréat et qui ont des inquiétudes. Il faut peut-être les rassurer, et je suis là pour ça, pour leur dire que ça va aller, ça peut marcher, ils peuvent avoir de bonnes notes, la philosophie est facile, il n'y a pas lieu d'avoir peur, ce sont les sujets qui doivent avoir peur et de trembler, parce que les élèves ont beaucoup appris, les professeurs ont fait les programmes, il y a eu aussi la formation à distance, malgré la pandémie du Covid, et je pense donc que toutes les conditions sont réunies pour l'évaluation, et cette évaluation va, à mon avis, très bien se dérouler. C'est à nous de rassurer les apprenants pour qu'ils sachent que, en tout cas, il y a au niveau de l'école, au niveau en tout cas du ministère de l'Éducation nationale et au niveau du corps enseignant, toute une préparation, tout un appareil, toute une mécanique mise en branle pour permettre aux élèves d'aller à l'examen, de travailler dans de très bonnes conditions et de réussir leur examen de philosophie, de réussir leur bac. Ces appréhensions aussi, M. Seck, si vous permettez, c'est aussi autour de la dissertation, de la méthodologie. Effectivement, la dissertation, la philosophie effraie. Les élèves pensent peut-être que les professeurs sont là pour peut-être donner parfois de mauvaises notes ou bien sont là peut-être pour mal apprécier les efforts faits par les apprenants. Mais ce n'est pas le cas. Et je vais essayer de rassurer les élèves. Je vais essayer de leur expliquer que, en fait, les professeurs s'appuient en général sur une sorte de pédagogie formative tout au long de l'année. Et c'est pourquoi j'ai préparé d'ailleurs un texte à cet effet que nous pouvons peut-être examiner. Je vais peut-être ouvrir un peu ici. La clé, elle est là. Et voilà, réussir son bac. Donc, j'ai fait peut-être un ouvrage de méthodologie où j'explique un peu comment on doit s'y prendre pour faire la dissertation, pour faire l'explication, discussion des textes de philosophie, en m'appuyant sur les programmes que les professeurs déroulent tout au long de l'année. Je voudrais que donc tous les élèves de terminale sachent que les sujets sont en rapport avec ce qu'ils ont appris. Et d'ailleurs, même cette année, on a élagué certaines parties du programme. On l'a allégé pour les séries L, on l'a allégé pour les séries S. Et donc, ils seront interrogés sur des parties vues, sur des parties connues, sur des connaissances apprises et acquises tout au long de l'année, parce que les professeurs ont fait leur travail. Maintenant, eux, ils doivent être rassurés. Ils doivent être rassurés parce qu'ils savent qu'au cours de l'année, les professeurs, à travers les évaluations formatives, ont essayé de donner des exercices. D'abord, c'était des ressources, des contenus, des thèmes sur la liberté, sur la philosophie, sur la science, sur l'art. Ils ont essayé, à travers des exercices, de leur montrer comment on doit traiter une question en philosophie. Et aujourd'hui, sur la méthodologie de la dissertation, je voudrais revenir pour indiquer, pour donner quelques éléments de réponse, pour rassurer les élèves, pour leur montrer que tout simplement, ce que nous faisons en général,
concernant la dissertation, les élèves doivent savoir que notre enseignement au Sénégal est fondé sur la pédagogie de maîtrise. Tout au long de l'année, nous essayons de former les élèves. Ils font des exercices, ils sont notés, mais toutes ces notes-là, en fait, le but, c'était de contrôler le niveau d'atteinte des objectifs pédagogiques. Est-ce qu'ils sont... Parce qu'on attend d'eux, à la fin de l'année, qu'ils maîtrisent un certain nombre de compétences. Il faut qu'ils sachent disserter. Il faut qu'ils soient capables de raisonner, d'argumenter des thèses. Et c'est cela, la dissertation, c'est ça. On a essayé tout au long de l'année de développer chez eux un esprit critique, un esprit d'analyse, un esprit de synthèse. Et maintenant, à la fin de l'année, avec l'examen du baccalauréat, qui est l'évaluation sommative, parce que là, on va donner une note, il faut réussir son bac, et c'est là la grande évaluation. Mais à ce niveau, ils sachent que nous, en amont, les professeurs, le ministère de l'Éducation, il y a ce qu'on appelle une grille d'évaluation des correcteurs. Moi-même, j'ai présidé cette commission. Donc, il y a une équipe constituée d'inspecteurs, constituée de professeurs chevronnés. Quand les élèves ont fini de faire l'examen du baccalauréat, ils se réunissent à l'office du bac et ils prennent les sujets, ils les étudient et dégagent un canevas de correction. Dans ce canevas, on va indiquer les compétences qui sont attendues de l'apprenant. On souhaite, par rapport à chaque sujet, ils vont décliner les compétences attendues. Par rapport à ce sujet, l'élève devrait pouvoir aborder tel et tel problème sous telle ou telle perspective. Il peut aller dans tel ou tel sens. Il peut prendre tel ou tel exemple. Donc, l'ensemble de ces indications sont modélisées. Et après, il y a une grande réunion de partage. Plus de 300 professeurs de philosophie se retrouvent autour du canevas de correction pour harmoniser la façon d'aller vers les copies. Il y a plus de 150 000 candidats au bac. Donc, avant de prendre l'ensemble des copies pour les corriger, les professeurs s'entendent sur une grille d'évaluation. Et cette grille d'évaluation, comment elle se présente? Elle se présente sous la forme suivante. Il y a 7 points qui sont réservés à ce qu'on appelle la conceptualisation et la problématisation. Quand un élève est capable de poser, si on lui donne, parce que le sujet en général c'est une question, s'il est capable de transformer le sujet en problème et de faire un raisonnement logique, cohérent, pertinent et argumenté, il a 7 points. Si au cours de l'analyse, dans l'introduction, dans le développement, dans la conclusion, on a senti un savoir philosophique, on a senti des savoirs qu'il a puisés dans le background culturel de l'humanité, donc on sait qu'il a pu produire un texte discuté, il a su installer un débat philosophique à travers un dialogue entre auteurs, entre tendances, entre courants, entre faits polémiques. Là, l'élève fait intervenir sa culture générale. Sa culture générale, tout ce qu'il a appris depuis la 6e, toute sa culture littéraire. Donc, la philosophie, on peut utiliser tout ce qu'on a appris pour faire de la philosophie. Des éléments qu'on a puisés dans ses cours d'histoire. Un élève, on a donné une fois un sujet, découverte et invention, mais lorsque l'élève traite le sujet, dès l'introduction, il dit « Lorsque Christophe Colomb aborde le premier les côtes d'un continent jusque-là inconnu, on parle de découverte et non d'invention. Mais lorsque pour la première fois, les frères Lumière projettent un film sur un écran, on ne parle pas de découverte mais d'invention. » Il puise ça dans son background culturel, c'est des connaissances acquises en histoire, pas dans le cours de philosophie. Il aurait pu, sur la liberté, parler de Candide, s'inspirer de notre ouvrage, puiser dans son patrimoine littéraire, etc. Donc la philosophie utilise l'ensemble des matériaux acquis tout au long du processus. C'est une discipline très facile. C'est la synthèse des savoirs. C'est la synthèse des savoirs. Donc, l'ensemble de ces connaissances, c'est noté sur 8 sur la grille d'évaluation. C'est noté sur 8. Donc, 7 pour ses capacités réflexives, pour comprendre, analyser, argumenter. 8, parce qu'il y a un savoir philosophique, des connaissances qui ont été organisées. Et maintenant, sa capacité de rendre cela de façon cohérente et pertinente, la communication. Il doit disserter, c'est produire un discours écrit, cohérent, à partir d'une question savante. Donc, on lui demande de tenir un raisonnement logique, un raisonnement argumenté, un discours cohérent, de montrer que par rapport à cette question qui a été transformée en problème, il a su instaurer un dialogue, un débat contradictoire. Il y a une thèse, il y a une antithèse, il y a une synthèse. Le tout précédé d'une introduction, d'une conclusion.
Il peut même, dans les démarches, adopter d'autres démarches. Il peut commencer par une thèse à réfuter. Ensuite, ajouter à cette thèse à réfuter une thèse ou juxtaposer une thèse à défendre. Il peut aussi, dans un plan progressif, dérouler ses idées, mais tout ce qu'on lui demande, en tout cas, c'est qu'il soit capable de transformer une question, c'est le sujet, en problème. À partir de ce problème, de faire varier une pluralité de points de vue contradictoires par rapport à ce problème. Et donc, c'est cela que les professeurs essaient de juger sur la copie, de voir s'il a donc un esprit critique, un esprit d'analyse, un esprit de synthèse, et maintenant, est-ce qu'il a su faire un discours écrit cohérent et pertinent? C'est cela la communication, c'est n'être sur 5 points. Voilà les 20 points dans la grille d'évaluation. Donc, quand les professeurs s'organisent avant d'aller prendre les copies, déjà, ils ont harmonisé à leur niveau la façon d'évaluer l'élève. Donc, les notes ne sont pas arbitraires. L'élève doit être rassuré, il doit savoir que ce sont des professeurs, des professionnels qui vont prendre en charge sa copie, il y a plusieurs choses qu'ils vont examiner dans cette copie. Et si, par exemple, sur les connaissances, il a 5 points, sur la capacité à problématiser, il a 6 points, sur la communication, il a 5 points, déjà c'est un 14 sur 20. Donc la philosophie, elle est facile, elle est différente de la mathématique où on demande à l'apprenant peut-être une solution unique, universelle, valable pour les plus de 150 000 candidats. Mais ici, on laisse à l'élève le choix de démarrer à sa façon. Si c'est dans l'introduction, il a une façon d'aborder l'introduction. Il peut partir d'une définition, il peut partir d'une situation paradoxale, d'un fait polémique. Donc, il y a plusieurs approches possibles. Il peut partir d'un fait historique. Mais l'essentiel, c'est qu'il parvienne à transformer la question en problème. Donc, ça veut dire qu'il doit maîtriser la dissertation, la méthodologie de la dissertation. C'est cela la méthodologie de la dissertation. Être capable de regarder bien la consigne et le libellé. Parce qu'on va lui demander, si c'est un sujet à thèse, on va lui demander que pensez-vous de cette affirmation concernant la philosophie? Sa fonction est de contester et son dessein d'être contesté. C'est un sujet à thèse, c'est une citation. Et en bas, on a déjà mis là dans le libellé, on a dit que pensez-vous? On aurait pu mettre la citation et terminer en disant expliquer et discuter cette affirmation d'un penseur contemporain. Donc, il y a une consigne qui est donnée. Donc, il va savoir que dans le développement, il faut d'abord qu'il explique cette thèse, qu'il essaie de l'argumenter, de la justifier. Et dans une seconde partie, il faudrait bien qu'il cherche des objections pertinentes pour montrer que la thèse n'est pas valide à 100%. Il y a d'autres perspectives qui sont possibles, etc., etc. Donc, il n'y a pas de plan prédéfini. Il n'y a pas un plan universel applicable pour tous les sujets. Donc, et les professeurs le savent, donc il y a une démarche ouverte. C'est la question qui commande le plan. Il y a des sujets qui font appel à un plan en 2 parties. Il y a des sujets qui font appel à un plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Il y a des sujets qui font appel à un plan progressif. Tout dépend de la question, tout dépend du sujet, tout dépend du problème. Et l'élève a la latitude, par rapport au problème qui est soumis à sa réflexion, de choisir la démarche qu'il juge pertinente. L'essentiel, c'est qu'il y ait dans le développement des solutions, une pluralité d'approches contradictoires pour résoudre le problème. Il ne doit pas faire une analyse unilatérale, il ne doit pas développer un seul point de vue par rapport au problème. Les problèmes en philosophie suscitent des interrogations différentes, des interrogations contradictoires. Il doit être donc capable, sur une question qui est posée, de dégager une problématique. À partir de la problématique, d'aborder, si je prends la métaphore de la pyramide, il y a au moins 2 versants. Sur l'un des versants, il va développer une thèse argumentée, constituée de 1, 2, 3, 4 parties. Sur l'autre versant, il va développer une thèse qui s'oppose à la première thèse qu'il avait développée. Et à la fin, dans la conclusion, il a le devoir, parce que dans la conclusion, de faire le bilan de l'analyse, le bilan, et ensuite de regarder le sujet qu'on lui avait posé depuis le début, et par rapport à ce sujet, d'apporter une réponse.
personnelle. Et cette réponse-là, il ne doit pas chercher à dire je vais la formuler de telle sorte que ça pourrait plaire au correcteur. Non, l'essentiel, qu'il donne son point de vue définitif et final sur la question qui était posée dès le début. Sur cette question, il a passé en revue une pluralité de solutions possibles. À la fin, il fait le bilan de son analyse en utilisant évidemment des connecteurs logiques, des phrases pertinentes, des locutions adverbiales du genre, c'est-à-dire au niveau de la conclusion, en définitive, je précise VE, parce que certains élèves parfois, etc. Donc, nous avons vu tout au long de cette analyse qu'il résume la première partie de son analyse, la deuxième partie, point, tout compte fait, c'est une autre locution adverbiale qui lui permet donc d'opérer des synthèses, de faire le point, de donner son opinion. Donc, si on dit introduction 10-15 lignes, conclusion 10-15 lignes, mais l'élève a la latitude, déjà dans l'introduction, s'il définit les concepts pour dégager une problématique, des problèmes à partir desquels il va faire un développement rationnel, au niveau de la conclusion, donc 10-15 lignes, déjà, s'il résume l'analyse faite, il a déjà au moins 5 lignes ou 7 lignes. Donc, il ne doit pas avoir peur. Il peut faire le travail. La seule difficulté que les élèves ont, c'est de démarrer dans l'introduction. Comment vais-je m'y prendre? Ils ne doivent pas avoir peur. Ils peuvent partir des définitions. Quels sont les fondamentaux de cette introduction qui fait si peur à l'élève? Parce que c'est la peur de la page blanche, peut-être. Oui. C'est la peur de démarrer. C'est peut-être que l'élève, il n'a pas fait assez d'exercices. Il a des préjugés. Il pense que s'il ne démarre pas de telle ou telle façon, il risque d'être mal noté. Non, le professeur n'a pas de problème. L'élève, on a vu des élèves qui ont démarré avec une citation, qui ont eu une très bonne note. On a vu des élèves qui ont démarré avec une définition, ils ont eu de très bonnes notes. On a vu des élèves qui ont fait référence à des faits historiques ou à un fait paradoxal, ils ont eu de bonnes notes. Donc, on peut démarrer de 1000 manières possibles. L'essentiel, c'est toujours de transformer la question en problème. Donc, dégager une problématique, indiquer l'orientation du développement. Il peut le faire de façon affirmative en disant « je vais d'abord, ensuite », ou bien il peut tout simplement poser des questions pertinentes et subtiles qui indiquent au correcteur la direction qu'il va prendre s'il veut résoudre ce problème qu'il a déjà soulevé. Par exemple, sujet, la réflexion philosophique nous détache-t-elle du monde? Point d'interrogation, question. Et en général, ce sont ces genres cette façon d'interroger l'élève. C'est à lui il doit définir les concepts clés. C'est quoi la réflexion philosophique? C'est quoi le monde? Détaché, c'est quoi? Donc, quels sont les rapports entre la réflexion philosophique et le monde? Est-ce que la philosophie sépare l'homme du monde? Est-ce que la philosophie permet à l'homme de mieux comprendre le monde? Les mots-clés. Il les définit d'abord, il y a un travail préparatoire. La question, elle est claire, il faut qu'il réponde. Donc, c'est à partir de ce rapport qui peut être contradictoire, qui peut être bizarre. Est-ce que la philosophie permet à l'homme d'appréhender et de comprendre les problèmes du monde, ou est-ce que la philosophie plonge l'homme dans le monde des étoiles? Le philosophe est-il un rêveur? La philosophie n'a aucune utilité, c'est la science qui est importante, c'est la technique qui est importante. Ce sujet pose le problème de la valeur et du statut de la philosophie dans la cité. Et voilà ce problème qu'il doit soulever dans l'introduction. Et maintenant, dans le développement, il faudrait qu'il aborde. Il peut aborder dans une première thèse l'idée selon laquelle la philosophie n'a pas un rôle important à jouer dans la société. Il peut convoquer plusieurs théories. Il peut partir du livre 7 de Platon sur la République avec le mythe de la caverne pour montrer que le monde dans lequel nous vivons ressemble à une caverne et qu'en fait, philosopher, c'est sortir de la caverne pour aller vers le monde des essences, le monde des idées. Donc, la philosophie... Des ténèbres vers la lumière. Des ténèbres vers la lumière. De ce point de vue, peut-être la philosophie semble détacher l'homme du monde. On pourrait également penser que parce que la philosophie revêt un caractère spéculatif, s'interroge sur les causes premières, les fins dernières, elle est spéculative, la métaphysique, elle est abstraite, etc. On pourrait, etc. Est-ce qu'il y a des types de sujets types? Effectivement, il y a des sujets types. Il y a des sujets formulés, on les appelle l'analyse de concept, une seule notion, le beau, point. La vérité, point. Mais en général, on donne ces réserves, ce type d'interrogation à ceux qui font la maîtrise ou l'agrégation.
Il y a des sujets où on doit faire appel à des comparaisons en deux notions. Vérité et mensonge, par exemple. Découverte et invention. Mais en général, je pense qu'il y a longtemps, on n'a plus donné ce genre de sujet. On a à le faire il y a peut-être une dizaine d'années. Mais la plupart du temps, maintenant, c'est la question, comme dans la réflexion philosophique de Rachel du monde, l'homme est-il libre dans un monde où partout règne le mal et la violence, ou bien des sujets sous forme de citation. Que pensez-vous de cette réflexion d'un penseur contemporain qui a dit, ouvrez les guillemets. Qui invitent à la discussion. Ou bien on met la citation et on termine par une consigne, expliquer et discuter. L'élève doit être attentif, il doit bien lire les 3 sujets, il en a 3 au choix. Il doit regarder la flèche, il doit regarder le libellé du sujet, il doit regarder la consigne. Et si on lui dit expliquer et discuter, il sait déjà cette consigne commande le plan. Il explique d'abord, il discute ensuite. Donc, ce sont ces choses-là qu'ils doivent comprendre. La philosophie, à mon avis, est plus facile que la mathématique. Nous avons plus de 150 000 candidats. Nous pouvons avoir plus de 150 000 thèses différentes, d'approches différentes. Et les professeurs sont préparés, ils sont ouverts. Il y aura des 14, des 16. Tout ça, c'est possible. Moi, je les encourage à lire les cours, à regarder les textes qu'ils ont faits sur les différents thèmes. On va interroger sur le programme. Et lorsqu'on interrogera sur le programme, ils seront à même de résoudre les questions s'ils restent sereins, s'ils restent calmes, s'ils font un discours cohérent et pertinent en utilisant, s'ils ne sont pas très forts dans la langue de Molière, la langue du professeur Massamba, ils peuvent, sujet, verbe, complément, au présent de l'indicatif, comme Platon le fait dans la République, dans ses textes, faire un devoir cohérent, pertinent et se retrouver avec une bonne note. Merci beaucoup. 18 sur 20, c'est possible? 20 sur 20, même, c'est possible. Ah bon? N'ayez pas peur, ça va aller. Restons optimistes donc. Oui. Merci beaucoup, M. Seck. Merci. Et en tout tout cas, le plaisir était pour moi. Ce fut une belle expérience, des moments de partage, j'imagine aussi très, très important pour les enfants, disons simplement les apprenants qui regardent la salle des profs de la télévision Futur Média. En tout cas, merci beaucoup, Dr Massamba. Nous avons suivi M. Seck avec un énorme plaisir. Il n'est plus dans les classes, mais il a quand même tenu à être là, dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Une belle présentation autour de la dissertation qui demande beaucoup de précision, qui demande, il l'a dit, un patrimoine littéraire très, très important. Donc, attention, veillons au sujet, au type de sujet, mais aussi faisons appel à notre culture générale, à notre culture littéraire. C'est important, Dr Massamba. Mais oui, c'est d'autant plus important que, voilà, Masseck Biram Seck est un inspecteur de spécialité. C'est quelqu'un, quand même, que j'ai eu la chance de côtoyer quand il était à la DMG, donc au ministère de l'Éducation nationale. Je peux juger modestement de sa qualité d'enseignant, de sa qualité de chercheur. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il propose cet ouvrage, réussir son bac en philosophie. Donc il a compilé quand même l'ensemble des démarches nécessaires. Et je recommande cet ouvrage-là à l'ensemble des candidats, mais aussi aux parents et aussi aux collègues de toutes les disciplines. C'est un ouvrage très méthodique, mais très simple et très clair. Facile à comprendre. Facile à comprendre, mais parce qu'il va à l'essentiel. Donc c'est la somme c'est la somme de nos erreurs qui fait notre expérience, mais c'est aussi la somme des corrections, la somme des commissions, la somme des réunions que nous retrouvons dans cet ouvrage-là. Je pense qu'aujourd'hui, les enseignants sénégalais sont en train de montrer leur qualité. Ils pouvaient aller se reposer, mais ils nous proposent réussir son bac en philosophie. La dissertation philosophique, à la différence des mathématiques, en mathématiques, on pose un problème qu'on cherche à résoudre. Ici, on nous demande de poser des problèmes. Et je pense que c'est hyper important. Et en résumé, cet ouvrage-là mérite d'être inscrit quand même, je pense, dans la liste des livres de référence officiellement reconnus par les institutions de ce pays-là. Il faut encourager la recherche et la production. Je voudrais quand même le féliciter et lui dire merci d'être venu soutenir les candidats au bac.
Merci beaucoup. Merci aussi à vous, docteur Massamba. Je pense aussi que les candidats ou bien les apprenants peuvent le retrouver en ligne. Il y a aussi des cours en ligne, si je pense bien. Mais oui, on peut les retrouver. Tous ces enseignants-là sont disponibles. On peut les retrouver en ligne. Aujourd'hui, ils mettent à profit le WhatsApp, ils mettent à profit Facebook, ils mettent à profit les autres supports pour accompagner les élèves. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour dire au proviseur du lycée de Kounkané, Mbaye Mbow, que nous avons reçu son message de soutien et ses encouragements, de même que le maire de Kounkané, Nourou Baldé. Je voudrais aussi lui dire que nous recevons ici, avec beaucoup de modestie, leurs suggestions, de même que l'inspecteur Hassan Lo aussi et l'inspecteur Amadou Fall, qui est à Goudomp. Donc, qu'ils soient à Médina Yoro Foulah, à Goudomp, partout au Sénégal, nous leur disons que nous sommes disposés à les écouter, à recevoir leurs critiques et à avancer. Ce qui nous intéresse, c'est que les élèves soient moins stressés et qu'ils réussissent leurs examens avec l'appui de l'ensemble des enseignants de ce pays-là. 100% au bac? 100% au BFM. 100% à l'entrée en sixième? 100% au BTS. C'est possible. Et 100% de joie dans toutes les familles, c'est possible. Merci beaucoup, Dr Massamba. Et nous restons avec ces grands hommes, ces hommes de lettres pour parler de Mandela, un homme de paix, un homme de pardon, un homme de persévérance. C'est notre livre de la semaine. Une préface de Barack Obama, oui, qui sont les deux pieds de l'intelligence africaine, de l'intelligence et de la fierté de la peau noire. L'un a été dans son pays ce qu'il devait être, emprisonné, il a subi. L'autre est allé montrer que l'immigration est aussi fondatrice de valeurs de civilisation. Je veux nommer Barack Obama et Nelson Mandela, qui tous les deux ont foulé le sol de Gorée. Voilà, merci beaucoup, docteur Massamba. Conversation avec moi-même de Nelson Mandela, c'est notre livre de la semaine. Livre que nous avons découvert avec énormément de plaisir et dès les premières pages, nous découvrons des leçons de vie, de persévérance malgré les difficultés quand même. Il a su résister, il a su se battre, il a su avancer et devenir président de la République malgré les coups de la vie. Il a su se relever et pardonner. C'est notre livre coup de cœur de la semaine. Conversation avec moi-même, c'est de Nelson Mandela, livre que nous dégustons avec un énorme plaisir. Merci beaucoup. C'était un plaisir aussi de partager avec vous dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Rendez-vous dimanche. Ensemble, Inch'Allah, nous y arriverons. Merci à tous.